Aujourd'hui, on continue notre exploration des mal-aimés du classement de BGG avec la vidéo des choix entre 1500 à 5000. Bonjour, bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour un top 6 qui est en fait la suite d'un top que j'avais commencé. Donc il y a quelques instants déjà maintenant, j'ai fait une réflexion sur les différents ratings, donc les pointages au classement de Board Game Geek. Et je m'étais dit, tiens, pourquoi ne pas aller chercher un peu, aller gratter un peu dans le fond pour découvrir des petites pépites qui s'y cachent. Parce que le classement est aussi une cote de popularité, plusieurs choses, mais on peut également découvrir des jeux qui sont excellents. Donc, je reviendrai pas sur ma vidéo originale, j'ai expliqué un peu sur quoi je me basais, mais en gros, je me basais principalement sur des jeux qui sont accessibles au grand public et qui sont pas nécessairement tout récents. Parce qu'il y a énormément de jeux qui viennent de sortir, que ce soit il y a peut-être même un an, qui sont encore bas dans le classement, mais qui vont être sujets peut-être à monter. J'ai également évité pour la plupart du temps, on voit déjà mes petits bémols, des jeux qui ont une distribution un peu plus limitée. Ceci dit, lors de ma dernière vidéo, j'ai un absent qui aurait probablement dû s'y trouver, c'est le jeu Gloom of Killforth. C'est juste que lorsque j'ai fait ma liste, j'ai classé le jeu Shadows of Killforth, qui se trouve être un peu plus bas, qui est une autre version de base du jeu. Donc, je pense que si jamais j'aurais bien regardé mes affaires, j'aurais probablement dû inclure Gloom of Killforth, un jeu que j'adore d'ailleurs. Mais là, on se retrouve aujourd'hui avec mon top 6. Bon, avec quelques petites tricheries, comme d'habitude, des meilleurs jeux qui sont classés de 1500 jusqu'à 5000. Numéro 6. En 6e place, je commence déjà avec un petit bémol, en fait 2 au courant de la même entrée. Je parlais des jeux qui ont une moins grosse distribution. Je vais vous parler d'un jeu québécois qui s'appelle Goblivion et également de Dinoblivion. Tiens, j'ai réussi à placer 2 jeux comme ça. Bon, avant d'aller de l'avant, je tiens à mentionner, pour être certain que ce soit clair, l'auteur du jeu, Jean-François Gauthier, est un ami à moi. Mais c'est pas parce que c'est un ami que ça veut nécessairement dire que je vais juger différemment son jeu. C'est un jeu que j'adore. En fait, Goblivion et Dinoblivion sont 2 jeux complètement différents, mais je cherchais une façon de pouvoir les inclure dans la même entrée. Donc, Goblivion est un jeu en solitaire qu'on peut jouer à 2 joueurs en mode coopératif, qui est un tower defense. Donc, on va essayer de résister aux envahisseurs et de vaincre le boss. Et c'est très difficile. Donc, j'avais joué d'ailleurs au prototype qui était vraiment encore plus difficile que le jeu fini. Et c'est un jeu que j'adore, un jeu que je trouve tellement bien pensé. On va devoir bâtir notre deck et ça vient chercher plein de petites choses que j'aime. Même chose avec Dinoblivion, qui est, encore une fois, celui-là, un jeu de duel qu'on peut jouer en mode solitaire. Donc, et celui-là a également beaucoup d'éléments de cartes à usage multiple. Et pour ça, moi, j'avoue que j'adore les cartes à usage multiple. J'aime l'idée des combos qu'on va pouvoir faire. Je suis un gars de combo et ça vient vraiment toucher des cordes sensibles dans tout ce que j'aime dans le jeu de société. Donc, Dinoblivion et Goblivion, 2 excellents jeux de mon ami auteur Jean-François Gauthier, mais c'est pas pour cette raison qu'ils sont sur cette liste, c'est parce que ils devraient être plus haut. La preuve, Goblivion se retrouve autour de 2300 et 2800, pardon. Et Dinoblivion se retrouve à 4400. Donc, c'est assez pour réussir à faire ma liste. Numéro 5. En 5e place, je parle d'un jeu qui a une thématique très unique. C'est le jeu Freshwater Fly. Alors, Freshwater Fly se tourne autour de 2300 sur Board Game Geek et c'est un jeu qui va parler de pêche à la mouche. Et là, j'en profite également pour parler d'un autre jeu de la même compagnie qui s'appelle Cold Water Crown, qui est un autre jeu de pêche, mais avec des mécanismes complètement différents. Je vous avais dit que j'allais tricher dans mon propre top 6. C'est presque rendu un top 8 rendu là avec ma petite mention pour Shadows of Killforth. Mais Freshwater Fly est un jeu qui gagne à être connu si on aime le thème. Et c'est un jeu dans lequel les mécanismes sont peut-être un peu moins intéressants, mais le thème va vraiment donner une bonne dimension au jeu. Donc certains joueurs vont préférer des mécanismes forts par-dessus des thèmes, et certains thèmes vont réussir à élever des mécanismes de manière à le rendre encore meilleur qu'il devrait l'être. Donc, dans Freshwater Fly est un jeu où on va devoir tenter de pouvoir faire les meilleures prises. On a un système de moulinet qui marche très bien. On va prendre un marqueur, donc du leurre, et on va devoir tenter de reeler le poisson, de le rouler pour pouvoir le rentrer dans notre embarcation. Mais au final, c'est fait avec un système très bien pensé où on va déplacer le marqueur de différentes cases et le poisson va avoir une certaine résistance qu'il va pouvoir avoir. Donc, j'ai trouvé que le jeu était vraiment bien pensé. Un jeu très intéressant avec un thème qui est très présent. C'est certain, si vous n'aimez pas le thème de la pêche, le jeu risque de tomber un peu plus à plat.
Donc là, j'en profite également pour parler de Coldwater Crown, qui est un jeu complètement différent, mais avec le même thème, la même compagnie, un peu comme mon entrée précédente. Celui-là, je trouve que les mécanismes sont peut-être meilleurs, mais le thème est un peu moins bien rendu parce que c'est la collection de poissons pour un concours de poissons en tant que tel qu'on va faire, mais on a moins l'impression de faire ça. Ceci dit, ce sont deux jeux que je trouve qui méritent, qui gagnent à être connus parce que les deux jeux sont autour de justement 2300 à 2400 dans le classement BGG. Numéro 4. En quatrième position, c'est le jeu Trade on the Tigris. Trade on the Tigris siège aux alentours de position 4000. Et c'est à mon avis vraiment une injustice. Donc, le problème de ce jeu-là, c'est que c'est un jeu qui a été fait par la compagnie TMG Games et la compagnie a fait faillite. Le jeu se retrouve avec un problème de distribution du fait qu'il n'est pas nécessairement facile d'accès. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un jeu par le designer Jeff Engelstein. Jeff Engelstein est une personne qui n'a pas designé énormément de jeux, mais c'est un intervenant dans le domaine ludique très important. Il a un podcast qui s'appelle Ludology. Il a également procédé à la classification des jeux sur Board Game Geek. Le gars a également des cours universitaires sur le jeu de société. Donc, c'est vraiment une pointure dans le domaine. Et Trade on the Tigris est un jeu de négociation. Donc, on va faire de la collection d'ensemble, donc collectionner des différents objets pour pouvoir les retirer et faire des points, mais le jeu tourne vraiment autour de l'aspect de négociation. Donc, c'est un jeu qui se joue de 3 à 6 joueurs. Je suggère fortement à 5 ou 6 joueurs. Donc, c'est vraiment un jeu qui va gagner à avoir le plus de monde autour de la table parce que le jeu va vraiment venir avec un paquet d'échanges qu'on va faire avec les autres joueurs. Donc, on a une période de négociation qui va être chronométrée et là, on va devoir essayer de négocier avec les autres joueurs, d'essayer de réussir de faire des deals, d'échanger des cartes. La twist, c'est qu'on ne peut pas mentir sur ce qu'on va échanger, mais chacune des cartes va avoir un petit bonus ou un malus en dessous. Ça va nous faire bouger également sur différentes pistes. On va avoir une piste de gouvernement là, et des 3 pistes différentes, donc une piste de religion, des choses comme ça, et on va bouger sur ces pistes-là avec les cartes qu'on va jouer. Donc, selon l'endroit où on se retrouve dans la piste, on va pouvoir retirer les meilleures cartes. Donc, c'est certain que si on va d'un côté, on va être amené à prioriser ce côté-là, mais lors des échanges, on n'est pas obligé de dire la vérité sur ce qu'il y a sur la partie d'en dessous. Donc, on a toujours l'aspect de collection d'ensemble, mais on a l'aspect des petites pistes comme ça qui va changer énormément. Un jeu vraiment intéressant, un jeu vraiment agréable, mais ça prend des joueurs qui vont être motivés autour de la table. Ceci dit, j'ai pas joué énormément, mais c'est un jeu que je vais garder dans ma collection parce que j'aime vraiment cet aspect-là et je trouve qu'il y a très peu de jeux qui mettent la négociation en premier plan et qui le font de vraiment aussi bonne manière que Trade on the Tigris, et c'est la raison pour laquelle il se retrouve dans mon top. Numéro 3. En troisième place, c'est le jeu Franchise qui se trouve à être classé 3278. Alors, Franchise est un jeu avec un design vraiment magnifique. Donc, des belles couleurs pastel, un beau design signé Ian O'Toole et ça paraît. Donc, un beau plateau de jeu, mais la raison qui fait en sorte que ce jeu-là est intéressant, c'est que c'est un jeu de positionnement. On va avoir une carte des États-Unis, on va devoir tenter d'étendre notre franchise. Donc, nos franchises, que ce soit de fast-food, de buanderie, ça n'a pas vraiment d'importance. On étend des franchises partout aux États-Unis. Et le jeu va être fait avec un système de route qu'on va essayer de se placer. Donc, on va essayer de construire et d'étendre notre empire avec un petit côté de majorité. Donc, on va devoir jouer avec différents joueurs de manière à essayer de pouvoir maximiser ses coûts. Et là, lorsque les pistes vont être remplies, donc il va y avoir assez de commerces qui vont être là, à ce moment-là, on va procéder à un décompte. Donc, on a un aspect de majorité, un aspect de positionnement. On va devoir tenter d'être opportuniste également. Et c'est aussi un jeu qui se joue, encore une fois, je pense, de 2 à 5 joueurs. Je pense pas que je le jouerais à 2 et 3 joueurs. Le jeu vient vraiment prendre son cachet lorsqu'on joue à plusieurs joueurs. Et là, je trouve ça drôle parce que je pense que ces deux jeux-là, les 2 derniers jeux que j'ai parlé, j'en ai parlé dans une vidéo des jeux à 5 joueurs que je ferais. Je pense que c'est drôle, c'est un peu récurrent par rapport à ça, mais il reste que c'est un jeu vraiment génial. Encore une fois, un jeu qui mérite plus d'amour. C'est un jeu que j'aime beaucoup jouer. C'est pas un jeu complexe, c'est un jeu qui mise beaucoup sur l'interaction avec les autres joueurs et pour cette raison, Franchise fait mon top. Numéro 2. En deuxième place, et qui est classé 2950 sur Board Game Geek, c'est le jeu Healthy Heart Hospital. Healthy Heart Hospital est un jeu de gestion d'hôpitaux. Donc, on va devoir avoir un hôpital et on va gérer notre hôpital et on va devoir tenter de travailler de manière coopérative avec les autres joueurs pour pouvoir faire bien rouler nos choses. Donc, que nos patients soient soignés, qu'il n'y ait pas de décès et de bien faire rouler du point de vue administratif et du point de vue fonctionnel notre hôpital. Bon, oui, je le sais, le look fait très vieillot, fait très années 50 et c'est la vibe que le jeu a. Mais le jeu offre des bonnes décisions et le jeu vient avec un concept de...
un peu, pas nécessairement de backbuilding, mais on va piger justement des cubes dans une coupe qu'on appelle. Et là, on va retirer ces cubes-là de manière à pouvoir essayer d'avoir des... En fait, ça va donner des patients et on va devoir tenter de soigner ces patients-là. Donc, vraiment un jeu bien pensé, un jeu que j'affectionne particulièrement à jouer en solitaire. Parce que bon, c'est certain qu'on prend toutes les décisions, mais là, sinon, ça reste un jeu coopératif très intéressant du fait que les joueurs vont devoir travailler ensemble pour pouvoir essayer justement de maximiser l'efficacité des soins, l'efficacité également du point de vue administratif et de faire en sorte d'essayer d'avoir le moins de décès possible. C'est pas un jeu énormément connu, c'est pas un jeu qui a une grosse distribution, mais si vous avez l'occasion d'essayer Healthy Heart Hospital, je vous le conseille. Numéro 1. En première place, c'est le jeu Custom Heroes. Custom Heroes est classé aux alentours de 1900 sur Board Game Geek. C'est un jeu de la compagnie AEG Games qui a été designé par John DeClair. John DeClair est un designer que vous connaissez peut-être parce qu'il a produit énormément de jeux avec le système de card crafting. Donc, vous savez, Mystic Vale, entre autres, qui a été le premier à utiliser ce concept-là, du fait qu'on va avoir des cartes avec des sleeves et on va pouvoir glisser des cartes transparentes à l'intérieur, donc de manière à pouvoir changer les vertus de la carte. Custom Heroes utilise ce concept-là, mais avec un jeu très très léger. Vous connaissez le jeu du trou de cul? Bon, appelé plus professionnellement le jeu du président. Donc, au final, Custom Heroes, c'est le trou de cul version gamer. Et pour ma part, j'aime vraiment ce concept-là parce que on va avoir des cartes au départ, on va jouer. Bon, si vous connaissez pas le jeu du trou de cul, c'est que au départ, il y a un joueur qui va ouvrir et là, il va choisir une carte simple, mettons un 3. L'autre joueur d'à côté va devoir tenter de le battre avec une carte simple et ainsi de suite jusqu'à temps qu'on ait fait le tour. Bon, dans Custom Heroes, ça reprend essentiellement la même base, mais là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir jouer une carte et là, les joueurs, on va tourner à tour de rôle jusqu'à temps que tout le monde est passé. Aussi, contrairement au trou de cul, on peut jouer la même carte, ça va faire en sorte que ça va faire sauter le tour d'un joueur. Même chose, on pourrait prendre un double, un triple, un quadruple ou quoi que ce soit. La twist avec ce jeu-là, et c'est ce qui le rend vraiment exceptionnel, c'est que tout au courant de la partie, on va être amené à modifier les cartes. Donc le 1 va peut-être devenir un 1 plus 8. Est-ce que peut-être que le 2 va avoir un pouvoir de pouvoir compter comme double? Donc, et là, on a un système de pouvoir qu'on va pouvoir utiliser avec des jetons et ça fait en sorte que les cartes de base, parce qu'il y a des cartes numérotées de 1 à 10 que tous les joueurs vont avoir, boum, mis dans un paquet, mais à chaque tour, les cartes sont remêlées, sont repassées. Donc, ça se pourrait qu'on ait pris beaucoup d'upgrades à mettre dans une carte, mais le tour d'après, ce ne sera pas nécessairement nous autres qui va l'avoir parce que les cartes restent upgradées. Donc, ça commence avec des cartes très simples et plus ça va aller et plus la partie va prendre un tournant des fois assez élevé avec des grosses valeurs, des fois des pouvoirs spéciaux, des choses comme ça. Et c'est vraiment un jeu vraiment sympathique. Donc, personnellement, moi, j'aime beaucoup Custom Heroes. C'est certain que c'est relativement léger, même comparé aux autres jeux de la liste que j'ai, mais à chaque fois que je joue, j'ai toujours beaucoup de plaisir. Le fait que lorsqu'on passe les cartes, on a l'impression, on a le feeling des upgrades qu'on a dans les cartes, parce que la carte devient un peu plus épaisse. Et lorsqu'on passe les cartes aux joueurs, des fois je m'amuse à mettre un petit peu plus d'effet pour que ça fasse un sur la table parce que la carte est vraiment rendue boostée. Mais ça reste au final un jeu qui est pas si connu que ça. Donc il y a un look un peu manga qui va peut-être en rebuter quelques-uns, mais pour ma part, à chaque fois que j'ai sorti Custom Heroes, c'est toujours un succès. Et voilà, ça fait le tour de cette vidéo des jeux qui sont classés de 1500 à 5000. Maintenant, vous, je veux savoir quels sont vos choix des jeux mal aimés. D'ailleurs, dans les vidéos précédentes, j'apprécie énormément que les gens prennent le temps d'aller faire leurs petits devoirs, d'aller fouiller et de m'écrire leurs petites pépites. Parce que c'est vraiment génial dans le domaine du jeu de société. Il existe tellement une tonne de jeux et de pouvoir en découvrir certains, des fois, ça fait vraiment du bien. Donc, gênez-vous pas d'aller l'écrire dans les commentaires quelle est votre petite perle cachée. Et si jamais c'est pas déjà fait, je vous invite à faire un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc, cette série de vidéos va bientôt tirer à sa fin, mais je me réserve encore le droit de faire une vidéo des jeux qui vont être à 5000 jusqu'à vers l'infini. Donc, on va voir quelle sorte de jeu que je vais réussir à sortir dans cette liste-là. Mais d'ici là, j'espère avoir de vos choix dans les commentaires. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu. On se dit à la prochaine!